Bah, alors moi j'ai la chance en plus de vous présenter 2 chapitres. J'ai été favorisé par le responsable. C'est 2 chapitres qui sont choisir un outil d'évaluation et construire et utiliser ces outils d'évaluation choisis. Ouais, ça fait qu'un chapitre, quoi. Ouais, dans le bouquin, 2,5. Je vous demande d'être attentif parce que comme on fait de l'évaluation, je ferai de l'évaluation sur ce que vous avez retenu et vous ferez de l'évaluation sur ce que je vous ai appris à la fin par Socrative. C'est pour ça que je vous ai dit de commencer à vous brancher. Et ça sera qu'à la fin, il y aura cette petite question. Et je vous dis tout de suite, une petite question pour voir si vous avez été attentif. Voilà, c'est juste pour motiver l'auditoire. Donc choisir un outil d'évaluation, oui, c'est pourquoi. Alors ça dépend à quel niveau on va se mettre aussi, probablement l'enseignement. Sélectionner, ce qu'on pourrait faire en premier cycle, PACES, certifier les acquis, certifier les compétences, et ça on va le voir monter au fur et à mesure que nos étudiants vont gravir les échelons. Donc les questions qu'il va falloir se poser lorsqu'on va choisir un outil d'évaluation, c'est à quel moment et dans quel but. Et par exemple, moi je vous ai choisi un petit zèbre du première année de PACES et je vous ai présenté son point de vue. Je pense qu'il n'est pas tout à fait dans son état normal lorsqu'il se présente au concours que lorsque vous le faites plancher en milieu de semaine ou même le soir au moment des tutorats. Donc la question se poser, c'est à quel moment, dans quel but. Donc c'est ce qu'on vient de voir au début, en cours d'apprentissage, en fin d'apprentissage. Et effectivement, ce n'est pas tout à fait le même critère si on veut sélectionner parmi une population assez importante. Si l'on veut avoir une attitude formative en cours d'apprentissage, ou à ce moment-là, l'enseignant faudra être informé, tout comme l'étudiant, de l'avancée de ses apprentissages, si on veut en particulier l'accompagner, réguler. Les outils seront effectivement différents en fonction de ce qu'on voudra faire, ou en fin d'apprentissage, où on pourra parler plutôt d'objectifs dans une formation plutôt sommative où on établira une carte pour savoir si les objectifs sont remplis ou pas et on pourra certifier selon des critères qui seront quantitatifs, ce sera des notes et ces notes elles peuvent être normatives selon une courbe de Gauss ou elles pourraient être selon des critères avec des calculs d'écart par rapport à des attendus ou des performances attendues. Alors quelle stratégie, quelle qualité doit avoir une évaluation et quel type de rétro-information on va donner aux étudiants? Alors, je vous présente une évaluation juste. Et pour faire une évaluation juste, tout le monde va faire la même épreuve. S'il vous plaît, vous allez grimper à l'arbre. Et on voit qu'effectivement, selon le choix que l'on va faire comme épreuve à nos étudiants, on ne les met pas tout à fait tous dans le même cas de figure. Alors, on va avoir un certain nombre de caractéristiques qui vont accompagner et définir nos épreuves. Pour qu'elles soient acceptées, ces épreuves ou ces évaluations, il va falloir travailler sur la croyance des enseignants et des étudiants. Et il faudra, bien sûr, s'assurer que ces épreuves soient adaptées et justes. Ce qui va être compliqué pour les méthodes innovantes qui sont souvent spontanément rejetées. Alors, on a fait déjà une étape, on l'a vu avec le CNI, la tablette, mais il y a d'autres épreuves, concurrence de script, on va en parler, je vous en parle un petit peu après. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent et c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Donc il va falloir expliquer, former les enseignants et former les étudiants. Donc je vous ai choisi quelques exemples. Alors là, le CNI, donc là, de toute façon, ça y est, on est embarqué dedans. Test de concordance de script, c'est en cours. Correction par les pairs, Nicolas s'est présenté, c'est des choses qui commencent un petit peu à se répandre, mais c'est pas si facile que ça. Donc les outils doivent être jugés équitables, appropriés par les enseignants, mais aussi par les étudiants. Sinon, le feedback n'est pas forcément celui que l'on attend. Donc 4 critères doivent être assurés avant de choisir une outil d'évaluation: la faisabilité, la fidélité, l'objectivité et la validité des épreuves qu'on va leur proposer. Faisabilité, c'est le problème logistique. Et quelque part, on en parle un peu lorsque tu nous dis on va aller au plus haut, il nous faut des salles, il faut beaucoup de salles pour faire certaines épreuves. C'est vrai qu'il faut beaucoup de salles, donc il y aura des contraintes organisationnelles qui vont forcément impliquer le coût. Organisation du temps nécessaire pour faire une épreuve, la composer, la corriger, ça dépend si c'est de la rédactionnelle, si c'est de la correction par les pairs, si c'est des QCM, forcément c'est beaucoup plus facile. Le nombre de salles, alors moi je vous ai mis l'exemple de combien il y a de salles équipées de Wi-Fi pour faire le CNI, forcément, là aussi on est limité par ça. Le nombre de correcteurs nécessaires, et ça sera intéressant si on veut faire des écosses, et là on va rendre compte que de la logistique, ça va être une dizaine, une quinzaine d'enseignants qui vont être impliqués en même temps, donc ça veut dire la logistique en personnel, en salle, pour pouvoir le faire.
Deuxième qualité, la fidélité. Les facteurs qui vont influencer la fidélité, ça va être tout d'abord le choix des questions. Donc il va falloir échantillonner ce que l'on va vouloir poser. Il va falloir poser des questions faciles et difficiles. Et une épreuve sera dite fidèle si finalement le score des étudiants ne change pas en fonction des questions qui vont être choisies. Là encore, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut imaginer parce que l'heure de l'épreuve peut jouer. Si vous le faites à 8h du matin ou à 21h le soir, c'est pas tout à fait pareil. Et là encore, le calendrier des étudiants aura un impact. Je vous ai parlé tout à l'heure des PACES. Mais c'est vrai qu'en fonction de cette épreuve, il y a des stratégies qui sont mises en place pour faire le forcing pour une épreuve et peut-être faire une impasse sur d'autres. Donc ça, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a des facteurs que l'on peut retrouver pour essayer de quantifier cette fidélité. Alors, normalement, l'homogénéité interne de l'épreuve fait que les scores obtenus aux questions sont supposés mesurer la même chose et doivent être proches. Et ceci est mesuré par un coefficient qu'on appelle le coefficient alpha de Cronbach. Il doit être normalement proche de 1 pour me certifier qu'une épreuve est fidèle, va être fiable. Donc, pour s'en assurer, si on s'intéresse au QCM, ça veut dire qu'il faut un nombre de QCM important. Alors, en général, on parle de 100. Déjà, à partir de 150, c'est trop. Mais 40, c'est un minimum. Et ça sera pareil pour les TCS. Il faudra quand même un certain nombre de TCS pour s'assurer que la fidélité est suffisante. Alors, voilà. Et puis, il faudra qu'elle soit généralisable. Et donc, il faudra qu'elle puisse tester des connaissances, des compétences, et il faudra essayer de s'assurer de ces deux modalités. Deuxième autre qualité, c'est l'objectivité d'une épreuve. Il faudra qu'il y ait concordance entre le jugement des examinateurs par rapport à la bonne réponse. Et on se rend compte, et c'est en particulier c'est vrai sur les questions rédactionnelles, que si on fait corriger par deux examinateurs sur la même étude, la même épreuve, et puis il doit y avoir des variations. À tel point qu'il y a une troisième lecture qui se fait, en particulier pour l'épreuve rédactionnelle du PACES. Donc il faut avoir une variabilité faible du score final, et pour ça, bien évidemment, on va utiliser des grilles. Donc, des grilles de correction qui doivent tester. Pareil pour les crocs, il faudra faire des grilles et les tester auparavant. Il faudra probablement aussi former les enseignants à ces évaluations. Voilà, et en sachant que dans tous ces cas-là, vous savez que le QCM va être la grille indiscutable, c'est pour ça que c'est la correction de référence et qui est appliquée sans état d'âme pour classer nos étudiants à l'ECN ou pour classer nos étudiants au PACES. Alors que vous savez qu'une épreuve de pratique ou une épreuve orale, par exemple une épreuve d'annonce de diagnostic, va être un peu plus compliquée à être objective, et souvent on fera une évaluation plutôt subjective de la performance complète de l'étudiant plutôt que de suivre une grille avec les différentes actions. Alors, pour essayer de repérer ce qui doit être évalué, on va faire un peu de taxonomie et on peut présenter soit la pyramide de Miller qui se base sur les connaissances, le know, le savoir comment, montrer comment on fait et puis le faire. Alors si je vous replace un petit peu les outils à utiliser, le savoir c'est le QCM, enfin multiple ou simple, ou les épreuves de rédaction et éventuellement les crocs. Les cas cliniques sont à un niveau un peu plus supérieur, ils montrent déjà comment on sait. La simulation et les causes montrent comment on sait. Et puis, le dernier niveau, le plus compliqué, celui qui fait intervenir le plus la réflexion, ça va être ce qui doit être fait dans les stages cliniques. Ça va être les évaluations par supervision directe, l'analyse de dossiers, l'analyse de lettres, l'analyse de cas critiques ou d'incidents, des mini-sexes, cas explorés avec des observations des cliniques, des RCP ou des observations longitudinales. Cette taxonomie, elle peut la reprendre aussi selon la pyramide des 6 niveaux de Bloom, qui se base sur la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation, que je voudrais simplifier en 3 niveaux: la connaissance, l'application et la compréhension, et l'analyse et la résolution de problèmes. Et là encore, je vous repositionne les différents outils qu'on peut utiliser, QCM, QCI, ça sera la connaissance pure et dure. Les crocs vont nous permettre un petit peu plus de monter et d'estimer ce qui est de l'application et la compréhension. Et l'analyse et la résolution de problèmes, ça sera les dossiers progressifs où on va utiliser les QCM multiples, simples, éventuellement la concordance de strip, et qui nous permettront de faire intervenir des tableaux, des graphiques, des formules, des concepts dans un environnement qui va permettre de juger, en plus des connaissances, l'expérience et la capacité d'analyse.
Alors, construire et utiliser les outils d'évaluation, c'est ne pas tomber dans un certain nombre de pièges. Donc, la première, c'est de savoir la notation. Donc, je vais faire rapidement la notation des QCM, puisqu'on avait fait un enseignement là-dessus. Je vous rappelle juste qu'il y a des QCM, l'ancienne mode, où il fallait avoir les 5, pour un QCM qui est composé de 5 items, il fallait avoir les concordances des 5 pour avoir un point. À partir du moment où vous aviez une discordance sur les 5, vous aviez 0. Donc c'était assez binaire, vous avez 1 ou 0. Ces QCM ont été transformés en 2010 au moment de la réforme du PACES par des QCM vrai-faux qui permettaient, c'était là l'objectif, de pouvoir donner des notes à ceux qui n'avaient pas la totalité du QCM mais qui avaient quand même un certain nombre d'informations. Et pour ça, chaque item est noté plus 0,2 s'il est concordant, moins 0,2 s'il est discordant, et si l'étudiant ne répond pas, c'est 0. Et donc on a une courbe qui va de 1 si vous avez tout juste, 0,6 si vous avez une erreur, 0,2, moins 0,2, moins 0,6 et moins 1 si vous avez tout faux. Évidemment, si vous ne répondez pas à un item qui vous paraît litigieux, ben vous avez ce décalage de l'item de 0,2, 0,4, 0,6, 0,2, 0,1, et donc vous avez toutes ces possibilités possibles d'enregistrer des notes. Donc vous avez un panel intéressant et important, ce qui est relativement intéressant pour des épreuves comme le PACES. Si on considère de ne pas donner de points négatifs, ce qui est le cas pour tout ce qui se fait en deuxième et troisième année où encore ils remplissent des grilles, c'est la même chose, sauf qu'à partir du moment où ils ont des points négatifs, on met le QCM à 0. Je vous représente maintenant ce que fait le QCM type SIDES, donc là où vous ne répondez pas vrai et faux, vous répondez le ou les vrais. À ce moment-là, je vous rappelle que pour des choix multiples, on est d'accord, pour un choix simple, c'est 1 ou 0, mais pour les choix multiples, eh bien, si vous avez une discordance de 1 item sur les 5 possibles, vous avez la moitié de la note, soit 0,5. Si vous avez 2 discordances, vous avez 20% de la note, soit 0,2. Dans les 3 autres cas, vous avez 0. Alors, ce n'est pas tout à fait la même stratégie, puisque ça veut dire que là, vous allez noter les vrais, vous allez chercher les vrais. Dans le QCM, on fait vrai-faux, il est même possible d'avoir 5 faux, on est d'accord, les items proposés. Ce qui avait un intérêt de fond pour le concours, je vous précise, pour ne pas casser les concours, c'est-à-dire que si on se trouvait avec un QCM où il y avait 0, dans ce type de QCM, si vous n'avez aucun item vrai, le QCM n'est pas faisable et le concours est cassé. Et vous voyez que si vous comparez les deux notations QCM, le vrai-faux des ECN, c'est celui-là, 1, 0,5, 0,2, 0,0. Le QCM vrai-faux tel qu'on le fait au PACES, c'est 1, 0,6, 0,2, 3, 4, 5. Donc vous voyez qu'ils sont relativement concordants sur la répartition des notes. C'est juste que la psychologie et la façon dont on réfléchit sur le vrai-faux ou chercher que le ou les vrais, c'est pas tout à fait pareil pour les étudiants. Il faut bien les informer le type de notation à laquelle ils vont être sous. Alors j'ai fait un petit focus sur les tests à concordance de script parce que moi j'avais pas trop l'expérience, mais je l'ai vu au moins d'un point de vue docimologique. Donc c'est des tests qui sont un peu plus élevés, puisque vous voyez, on va déjà faire appel à de l'application, de la compréhension, de l'analyse, de la résolution de problèmes. Mais ce qui caractérise les concordances de script, c'est que tout va se faire en contexte d'incertitude. Donc on va résoudre des problèmes mal définis dans un contexte d'incertitude, et tout ceci est fondé sur la théorie des scripts. Donc c'est intéressant parce que cette capacité va représenter le jugement pour nos compétences que nous allons exercer dans nos différentes professions. Donc je vous rappelle comment se présente un texte de concordance de script. Vous avez une hypothèse, une nouvelle information, et vous devez noter cette conséquence de l'hypothèse initiale selon les faits, absolument contre-indiqué, peu utile, non pertinent, utile et souhaitable, et indispensable. Et en général, je ne sais plus comment on dit le terme, pour présenter une concordance de script, vous avez une situation dans laquelle vous allez faire un minimum de trois questions. Là, ça sera par exemple l'angioscan, le dosage des dimères, l'éconopère pour quelqu'un qui arrive pour suspicion d'embolie pulmonaire. Bien, sauf qu'auparavant, ils auront été testés par un panel d'experts et les experts vous auront donné des notes. Donc pour savoir comment c'est noté, eh bien, je vous rappelle que par exemple sur un problème hypothèse 1, l'info 1 nous donnait 4 experts à moins 2, 7 experts à moins 1, 0 à 0, 0 à plus 1, 0 à plus 2. L'étudiant qui aura noté comme les experts, eh bien, il aura la note maximum, c'est-à-dire 7 sur 7, ça lui faudra 1 point. L'étudiant qui aura noté comme la deuxième possibilité des experts qui était de 4, ici, ben, ça sera noté 4 sur 7, soit 0,57, tous les autres ayant 0.
Sachez que ce n'est pas la seule façon de noter les TCS. J'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire une répartition en fonction du nombre total des experts. C'est-à-dire qu'on peut faire une notation partielle, ben ça peut être 7 sur 11, ça peut être 4 sur 11, et les autres sont à 0. Sauf qu'il faut prévenir le type de notation qu'on fera. Je vous rappelle que les autres ont 1, quand ceux-là, on leur met 7 sur 11. L'étudiant qui répond au hasard, il n'a pas forcément une mauvaise note, hein. Alors, a priori, il aurait un score de 0,38 d'après Van Belle, qui a fait un petit article sur la pédagogie. Donc, ils peuvent quand même répondre au hasard, hein. Et le taux de réussite au hasard n'est pas non nul au TCS. Alors, si j'essaie de vous faire une comparaison des différentes questions, bien vous le savez, la construction des QCM, et je pense que celle des tests de compréhension de script est quelque chose qui est difficile à faire, d'autant qu'il va falloir s'assurer de ces experts, et plus on a d'experts, mieux c'est. Une dizaine, c'est plutôt pas mal. Voilà, sinon, voilà, le risque des réponses exactes est aussi élevé au test de compréhension de script qu'au QCM. Voilà, mais par contre, il a l'avantage, le TCS, de pouvoir évaluer le raisonnement beaucoup mieux que le font les QCM et les QCS. Je vais passer cette diapositive. Avantage et inconvénient. Alors, notation des épreuves, ça veut dire qu'une bonne question, elle va avoir un certain nombre de critères, et en particulier, pour identifier une bonne question, eh bien, quand on va faire une question à réponse unique dans un QCM à réponse unique, eh bien, il faudra qu'elle ait une difficulté moyenne. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure, il ne faut pas qu'elle soit trop facile. Donc la difficulté moyenne quand on a une réponse unique, c'est pas compliqué, c'est le nombre de réponses justes sur le nombre de total, multiplié en pourcentage. Ben, ça veut dire que normalement une épreuve est facile lorsque on a un taux de P inférieur à 50%, il est difficile si on a un P qui est supérieur à 50%. Quand on va le faire pour les questions à choix multiples, on va être obligé de séparer la population en 3. Alors, les 3 populations vont être classées à la fin de l'épreuve, pas sur un QCM, mais à la fin de l'épreuve. Il y aura le tiers des bons, le tiers des moyens, le tiers des mauvais. Et à chaque QCM, on va regarder quel est le taux de réussite dans le tiers des forts. On met à part les moyens, on ne va pas nous intéresser, et on va regarder le tiers des faibles. Et l'indice de difficulté va nous donner le pourcentage des forts avec les faibles, qu'on va multiplier par 5, qu'on va diviser par le nombre d'étudiants des deux groupes, des forts et des faibles. Et à ce moment-là, on va se rendre compte qu'une question va être de difficulté moyenne, si cet indice de difficulté est compris entre 50 et 60, il va être acceptable si cet indice de difficulté est compris entre 30 et 70. Et une question facile aura un index supérieur à 70, et une question dure aura un index inférieur à 30%. Donc ça, on peut le retrouver à la fin des QCM, et c'est d'autant plus facile qu'on les fait sur les tablettes. C'est plus compliqué si on le fait avec un cochon de classe. Et la deuxième question qui va se poser, ça c'était ce qui était difficile, mais est-ce que la question est discriminante? Et ça, c'est intéressant que lorsqu'on veut classer des grandes quantités d'étudiants. Je ne suis pas sûr que ça soit toujours intéressant, mais quand on veut les classer, ça pourrait être le PACES, et c'est en tout cas ce qu'on veut faire à l'ECNI. Et bien à ce moment-là, la question va être discriminante. Là encore, on va s'intéresser aux 3 tiers, les forts, les moyens et les faibles. Et bien l'indice de discrimination, il est donné par le nombre d'étudiants qui ont répondu juste, moins ceux qui ont répondu chez les faibles. On va multiplier par 2 et diviser par le nombre du tiers des forts et des faibles. Cet indice de discrimination, normal, elle est parfaite, votre question, si vous avez 1. C'est-à-dire que tous les forts ont répondu juste et aucun des faibles a répondu juste. Ça va vous donner un index à 1. Elle est considérée comme bonne et acceptable si cet indice de discrimination est supérieur ou égal à 0,25. Et attention, si vous avez un index négatif, parce qu'il peut varier de moins 1 à plus 1, ça veut dire que c'est paradoxal. Les forts ont plus mal réussi que les faibles sur cette question. Donc là, il faut mettre en doute la validité de cette question. Voilà, donc pour savoir si cette question est discriminante, ça doit s'examiner en post-examen et en particulier, c'est ce que vous avez, si vous regardez les responsables des épreuves, mais peut-être pas que les responsables des épreuves, il faudrait peut-être que ceux qui font des QCM puissent les regarder. Vous avez ce taux de réussite, vous avez le tiers supérieur, le tiers inférieur, et vous avez le taux de discrimination. Et là, on vous le dit automatiquement, si c'est bon, insuffisant ou faible, et vous voyez qu'il y en a des corrects, il y a des insuffisants. Un insuffisant ici a un taux de discrimination à 8%. Alors que ceux-là, par exemple, sont corrects, avec un taux de réussite qui est 54%, ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que la question, elle est bien dosée, elle n'est pas trop dure, alors que si vous avez des questions comme celle-là, un taux de réussite à 8%, la question, elle est trop dure, et elle ne peut pas discriminer les forts des faibles.
Ok, donc c'était un autre exemple, je peux passer. Alors il y a d'autres critères statistiques qui nous permettent de juger d'un point de vue docimologique. Il y a l'indice de kurtosis qui va nous refléter l'aplatissement de la répartition des notes, qui est un peu la même chose aussi que l'écartique, qui va vous donner si le pic est étroit et centré sur une note ou si les notes se répartissent sur l'ensemble de la population. Donc il vaudrait mieux qu'on ait quelque chose qui soit large lorsqu'on veut les classer, effectivement. Et puis il y a aussi des coefficients de dissymétrie pour voir si notre répartition des notes elle est asymétrique et se dégage d'un côté positif ou d'un côté négatif. Juste un petit mot sur les dossiers progressifs. Vous savez que c'est l'outil docimologique incontournable, qu'il est maintenant appliqué en deuxième cycle et qui va nous permettre de tester le comment, et il va justement permettre d'utiliser les QCM, faire les choix multiples, les choix simples, les crocs et bientôt les tests de concordance de script. Alors j'en ai profité pour regarder aussi deux études d'évaluation que je ne connais pas du tout, donc j'ai regardé un tout petit peu. Les examens cliniques objectifs et structurés, qui sont des outils standardisés d'évaluation de situations simulées qui doivent vous tester les comportements, les performances en situation clinique et fréquente qui font appel à des référentiels. C'est le chose O de notre pyramide de Miller, et je pense que c'est quelque chose qui, on parlait d'évaluation en stage, c'est peut-être quelque chose qu'il faut voir si ça ne peut pas s'articuler, soit dans les stages, soit en concordance avec les stages. Donc en fait, ça va se passer avec des situations simulées. On va le faire sous forme de stations. Les stations doivent reprendre a priori des situations fréquentes, qui sont, bien sûr font partie du référentiel. Et on va juger les comportements, les performances. Alors exemple, je vous l'ai fait de façon progressive, un peu un recueil, l'histoire de la maladie, pour lequel on va demander un examen clinique, planification d'examen complémentaire. Donc chaque fois, ça sera une petite station qui va prendre une dizaine de minutes. Puis on va tester une décision thérapeutique. On va juger la rédaction de documents, un certificat, une lettre de sortie. On va tester sur l'éducation thérapeutique, dans ce cas par exemple de l'hypertension, du diabète, de l'obésité. On pourra aussi tester des niveaux d'éthique ou de relationnel, par exemple, situation de on va apprendre une mauvaise nouvelle, une situation chirurgicale qui s'est mal passée, où on va essayer d'obtenir un consentement du patient. Alors là, le problème, c'est que pour le faire, il nous faut un examinateur et un patient standardisé. Qui va faire le patient standardisé? Si on a beaucoup de sous, les acteurs. Mais ça va être compliqué quand on va vouloir le faire en routine avec beaucoup de nombre. Donc ça va être des médecins, ça va être probablement les examinateurs qui feront aussi médecins dans d'autres cas. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de monde. Ça voudra dire que ce patient standardisé doit avoir des consignes, il doit avoir des informations qu'on va lui donner en fonction des questions qui est susceptible de poser l'étudiant. Ça veut dire que ça va être travaillé vraiment en amont. Et on donnera des réponses que devra donner ce patient standardisé. L'examinateur aura lui des grilles, on fera appel à des référentiels, et va juger le comportement aussi, comment est l'étudiant par rapport à cette situation. Ce qui veut dire beaucoup de ressources humaines, beaucoup de salles, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, il va falloir des salles. Fidélité, pour que ça soit fidèle ce type d'exploration, il faudra qu'il y ait 8 à 16 stations de 5 à 10 minutes, soit 1 heure à 2h30 d'examen par étudiant. La faisabilité, ça veut dire que là, je parle d'un coût important. 7 stations de 7 minutes. Pour faire 7 stations de 7 minutes, il faudra un jour de préparation s'il y a 5-6 personnes qui travaillent dessus. Le test, pour voir si ça va fonctionner, il faudra une demi-journée. Et l'épreuve se fera en 1 heure si on a 14 enseignants qui feront passer les épreuves à 7 étudiants. Donc c'est super intéressant, mais derrière, il y a de la logistique. Plus. Dernière petite chose dans laquelle je me suis plongé, puisque je vous en ai parlé en début, les cartes conceptuelles. Je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai regardé. Donc je vous ai fait une carte conceptuelle, exprès pour vous. Donc j'ai appris à me servir des logiciels qui permettent de faire des cartes conceptuelles. Alors c'est beaucoup plus facile quand vous faites au paperboard ou avec un papier. C'est un peu plus compliqué avec des ordinateurs. Mais c'est quoi une carte conceptuelle? C'est construire une construction graphique de données, d'implications, de hiérarchisation de données et d'implication des données entre elles. Alors, par exemple, une carte conceptuelle, ça sert à organiser des concepts, prendre des notes, développer la créativité, communiquer. Où est-ce qu'on peut faire ça? Sûrement en TD, en TP, lors d'une réunion, comme aujourd'hui, en cours. En stage, je ne sais pas trop comment, parce que je me suis posé des questions, mais je ne sais pas trop comment les faire. Le problème, c'est comment on note ce type de travail, cette évaluation? Comment on la fait diffuser une fois qu'on l'a? Vous êtes étudiant ou est-ce que c'est trop personnel? Donc ça, c'est les questions que je me suis posées. En tout cas, il paraît que c'est intéressant, parce que c'est un travail qui peut être fait en groupe, en collectif.
Ça va permettre de jouer sur le diagnostic en révélant les connaissances antérieures des patients et surtout d'adapter les objectifs d'apprentissage. C'est formateur parce que ça va favoriser l'organisation des connaissances, ça va pousser l'étudiant à avoir une posture réflexive et c'est probablement une aide importante au raisonnement clinique. Mais alors pour l'évaluer, moi je ne sais pas. Je vous ai mis point d'interrogation. Est-ce qu'il va falloir évaluer la richesse et la variété des concepts, combien on a mis de concepts là? Est-ce qu'on a cherché s'il y avait les liens entre eux? Est-ce qu'on a oublié de mettre des liens entre eux qui étaient importants? Ou est-ce qu'on a mis des liens erronés qui n'avaient rien à faire? C'est ça qui doit être évalué parce que ça va refléter les manques de connaissances a priori, ou en tout cas de l'utilisation de ces connaissances par étudiant. Et moi, ça, j'avoue que je ne sais pas comment on va l'évaluer. Voilà. Dernière moyen qui peut nous être situation, c'est l'entretien d'explicitation. Et cet entretien d'explicitation, il peut être évalué. Donc, il va nous donner des informations sur le fonctionnement du sujet, savoir théorique, savoir des expériences et des actions passées. Il va rappeler ces actions passées, on va essayer d'analyser dessus. Il doit faire repenser les pratiques en décrivant les actions, décrire les réflexions qui amènent à ces actions. Et il doit favoriser la posture réflexive par l'auto-information, en essayant d'obliger la description des savoirs et des expériences par les étudiants. Alors l'évaluation doit se faire là encore par une posture bienveillante qui devrait favoriser la posture réflexive de nos étudiants, respecter le cadre éthique et déontologique et essayer de mettre le focus et de questionner sur les moments précis de l'action si on veut les éclairer. Donc tout ça c'est pour faciliter la posture réflexive. Moi mon papa est noir et ma maman est blanche, moi c'est l'inverse. Tous les cas de figure sont possibles. Donc pour une évaluation bien construite, mais qui doit permettre d'avoir une validation qui est méritée par nos étudiants. Je vous ai mis nos étudiants qui veulent avoir leur validation. Cette validation, pour eux, c'est le Graal. Ça dépend à quel niveau ils vont se positionner. Est-ce qu'on est au PACES, au DFSGSM, au DFSSM, au niveau de l'ECN, au niveau du thèse, au niveau du DES, de la thèse, de préceptorat, pour nous. On va être là aussi, on le veut le papier, mais je pense, et je vais vous faire réfléchir par rapport à ça, c'est que je pense qu'un étudiant bien évalué est probablement un étudiant heureux. Ça, c'est la biblio sur laquelle je me suis penché, les 3 chapitres donc, du bouquin de Pélassia, et puis quelques biblios pour les cartes conceptuelles et les concordances de temps. Et si vous voulez bien, maintenant, je vais préparer cette petite question. Donc cette petite question va démarrer, si vous voulez bien, le quiz. Ça sera... Le nom de la salle, c'est quoi? Mon nom, Monteil, M-O-N-T-E-I-L. Vous pouvez le mettre en majuscule, en minuscule. Vous aurez... je vous montre le final score. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, vous avez 7 questions sur le cours et une question pour voir si vous avez été attentif à ce que j'ai dit. Je peux cacher... Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous mettez mon nom, vous mettez... Monteil, M-O-N-T-E-I-L, en majuscule ou en minuscule. En majuscule? Minuscule, majuscule, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc, je vois ici les étudiants qui se branchent. A priori, je vous ai mis même des questions en vrai-faux pour aller plus vite. Il y a 2 QCM, 1 vrai-faux. Non, j'ai dit une bêtise, il y a 3 QCM. Nom de la salle, Monteil, M-O-N-T-E-I-L. Non, mais il faut faire en anglais. Mais tu aurais pu choisir français, mais tu le fais en anglais, tu vas pas y arriver. Donc la première question, vous n'êtes pas tous branchés encore? Non, il y en a qu'un qui est branché qui répond pour l'instant. Urname, c'est notre nom à nous? Urname, oui, tu mets Boris, tu veux, ou BM. Ou tu mets un avatar si tu veux pas. Là, c'est anonyme en fait. Hein. Alors moi, pour les TD, je le fais avec des listes que j'ai récupérées de la fac. 8 questions, 7 sur le cours et 1 sur votre capacité à observer ce que j'ai dit. Je pourrais te demander des questions, après on pourra revenir sur des trucs après. Oui, on va les voir ensemble. On soumet, on y va là. Oui, tu vas. Quand vous aurez tous répondu à la question 1, on la regardera si vous voulez. Mais moi, il me donne les réponses. Oui, il te dit si t'as bon ou pas, je vous l'ai fait exprès. Parce que ça, c'est un petit côté... soit ça te pousse à continuer à être bon, soit ça te dit... merde. Oui, ça donne un petit côté carotte et bateau. Pour l'âne. Correct, il m'a dit. Je sais que c'est bon, tu continues. Oh putain, commence bien.
On continue les autres après. Ouais, vous continuez. Donc, a priori, la question 1 a été répondue par tout le monde. Bon, il y a des vrais faux, hein, pour faire aller un peu vite. Ça baisse. C'est bouclé. Il y en a très peu avec les. Vous êtes plus avec les téléphones, je vois. J'ai que ça. Il y en a un qui est bloqué, là, c'est. Nicolas, il a bloqué, mais il est reparti, c'est ça? Ouais, C'est parti, ouais, c'est bon, c'est pas grave. J'ai 63%. On est reçu à partir de combien Ouais, la question ouverte, je ne sais pas histoire de reçu ou pas, la question ouverte, elle n'est pas forcément bien notée parce que du coup, après, j'ai fait exprès de vous mettre des vrais faux et j'ai fait de faire QCM une question ouverte pour qu'on voit la difficulté après de faire un truc avec des notes. Ça va être bon? Une fois qu'on a fini, on peut éteindre. Non, parce que j'ai été que ça va être fini, je vais te demander de faire le feedback sur ce que je t'ai fait. C'est pour ça qu'on aura fait le vrai complet, tu auras un exit ticket, c'est-à-dire que je vais vous envoyer, vous allez me dire ce que vous avez bien compris. Tu vas juger si tu as bien compris tout, une partie. Ouais. Tu vas me dire ce que tu as appris aujourd'hui. Et puis la question qui va être préparée, je t'ai préparé une question, c'est éventuellement, en troisièmement, tu me répondras quel sujet aurait pu être abordé ou plus développé dans l'exposé. Mais ça, je vais vous le faire quand ça sera fini. Si vous avez... T'as pas donné un temps. Comment? T'as pas donné un temps, c'est long. Ah ben, il y en a qui... Bon, là, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il me fait dire Ah, sans compter celui-là. Ah, c'est tout ça. Ah ouais, alors c'était. C'est à la Catillard. C'est faux parce que Quoi? C'est à la Catillard. Non, c'est juste un truc pour stimuler le... On avait vu 3. Ça fait des négations. Si, il y en avait vu 3, mais je l'ai dit une fois. Nombre de zèbres. Putain. T'as dit Trois. vu. Il y en a. Non, j'ai dit combien je l'ai dit et combien t'en as vu. Ah, c'est un Mal. Oui, moi aussi. Ah si, c'est rigolo, mais après, je sais pas comment... je suis persuadé que si tu arrives à stimuler tes étudiants pendant ton truc, ils enregistrent beaucoup plus, mais je sais pas comment évaluer ça. Cette espèce de codage, si tu les habitues à... C'est pas mal. Tu vois? Deux Je sais pas comment l'évaluer ça. questions. Bon, vous y êtes? Oui. Comme ça, on voit rapidement. Donc là, On est planté. vous êtes planté, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est alors à ce moment-là, on peut regarder ce qui se passe au fur et à mesure. Donc, sur un projet QCM, ils ne sont pas de construction facile, c'est très dur de faire des bons QCM. Correction, c'est rapide, les corrections sont généralement automisées, le raisonnement est nul et le risque de réponse au hasard est important. Vous savez qu'ils ont des stratégies redoutables. Ils sont forts. Ils ont des stratégies redoutables. Voilà. Next. Il est possible de faire une correction semi-automatique d'un croc. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Sauf que c'est plus compliqué. Je vais vous montrer pourquoi c'est plus compliqué. Parce que, a priori, j'ai pensé que on peut faire un certain nombre de réponses types, mais à partir du moment où c'est ouvert, il y a les fautes d'orthographe, il y a les machins, il y a l'actionnel qui est compliqué. Ce qui fait que les crocs, en fait, il faut les reprendre une deuxième fois à l'arrière, à la fin, pour dire ça, je prends pas, je prends pas. C'est pour ça que vous pouvez pas avoir, à partir du moment où vous mettez des crocs, vous pouvez pas avoir de notes au fur et à mesure. Next. Un QCM, un QCS, un croc ne doivent mesurer qu'un objectif du référentiel. Oui, c'est vrai. Un seul par référentiel. Concernant la correction des QCM, QRI, QCS, l'auteur doit préciser là où les réponses exactes. Bien sûr, l'auteur doit préciser là où les réponses fausses. Bien sûr, l'auteur peut préciser si une réponse exacte est indispensable. Oui, vous savez que vous pouvez. L'auteur doit obligatoirement préciser si une réponse exacte est indispensable dans Ah non, plus maintenant. On nous le faisait Ah, faire, ce- indispensable. le QCM avec une seule réponse exacte. Celui où il y en a qu'une seule, tu es obligé de le dire. Sinon, celui qui ne répond pas, il a la moitié des points. Sinon, il a la moitié des points. Tu as compris? L'auteur peut préciser si une réponse fausse est indispensable. Oui, ça vous le savez. Non, Non? Non, je c'est savais pas spécifié comme ça. Si, tu peux le dire. Non, mais c'est pas indispensable. Tu peux dire que si jamais tu réponds faux et que c'est indispensable. Indispensable, mais n'est pas le bon. Oui, peut-être. Indispensable Non, au terme. c'est pas. Alors c'est comment? Oui. C'est Inadmissible. inadmissible. Inadmissible, peut-être, c'est vrai, c'était C'est pour inadmissible. ça que moi j'ai répondu faux. Et... Ok, ben, toi ça peut discuter, c'était inadmissible, t'as raison. Oui, oui, oui. Ok. Je vais pas avoir 100%. Et Non, c'est mais tu n'auras pas faux. 100% à cause des zèbres. La principale caractéristique d'une bonne question sous forme de Q est d'être. Ah oui, sous forme de QRI ou de QRM et d'être de difficulté moyenne. Oui, Oui. ça c'est vrai. Ouais. Vous voyez, là je suis sûr qu'il y a des trucs que vous avez entendu. entendu. Caractéristique d'une bonne question sous forme de QRI ou QCM. Une bonne question doit être une question de difficulté élevée? Non, puisqu'on vient de dire que non. Une bonne question doit avoir un indice de difficulté supérieur à 70%? Non. Pour classer ou sélectionner un grand nombre d'étudiants, une question doit être discriminante, c'est vrai. Pour connaître la discrimination d'une question, il faut comparer la réussite du tiers des étudiants forts à la réussite du tiers des faibles, c'est vrai. Une question discriminante doit avoir un indice de discrimination supérieur ou égal à 25%, c'est vrai. Ah oui, c'est. Next. La note dans un test de concordance du script est calculée en fonction de la moyenne des choix exprimés par les étudiants. Autrement dit, si un étudiant répond comme X étudiants sur un total de N étudiants, il aura une note de X sur N. C'est faux, on a vu que c'était les experts. Next. Question pour départager les meilleurs. Oh, le zèbre. Ou ceux qui ont le sens d'observation. Combien de fois dans l'exposé j'ai prononcé le mot zèbre? Je l'ai fait une fois. Combien en avez-vous vu sans compter celui-ci? 3. Et je vous mettais en explication, c'est vrai quand même. Il y en avait quand même. C'est plus facile de compter les zèbres que le nombre d'animaux que je vous ai mis parce qu'il y avait, il y avait aussi les manchots à un moment donné dans le film qui tombaient. Et là, ça allait un peu Le vite. poisson rouge qui a eu du mal à monter en haut de l'arbre. On a vu les singes aussi. Ok, alors maintenant on a fini. Je peux récupérer les reports, je vous montre, on peut récupérer les reports de toute la classe en Excel, par étudiant en PDF. Je vous montre, donc ça on va le rapatrier, et vous ne débranchez pas parce que vous allez faire l'évaluation du cours. Donc tu vas me l'envoyer normalement si tout va bien, voilà. Puis on va faire un exit ticket. Ça, tu nous l'as envoyé. Non, il est en train de me l'envoyer normalement si tout marche bien. Voilà, hop, il me l'a envoyé, je vous le montrerai après. Vous voyez, il me l'a fait passer. Et maintenant je fais l'exit ticket. Je vous rappelle qu'il y aura une question. Quel sujet aurait pu être abordé ou plus développé dans l'exposé que je viens de vous faire? C'est parti. Donc, vous répondez, vous évaluez ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris, et éventuellement, si vous avez une proposition à faire. Ça, c'est intéressant, les étudiants, pour se reprojeter la semaine d'après quand vous les revoyez en cours. J'ai Pour... 3 questions. Tout est en anglais. Pretty well. Alors, vous allez voir, ils sont gentils parce que si tu ne mets pas totally got it, c'est le seul qui est vert. Tous les autres, c'est dans le rouge. Hein. Ah ouais, c'est valide sur l'enseignant. Ah ouais, regarde. Non, je te le dis parce que c'est... Mais c'est pas grave, entre A et B, après ça dépend. Quand ils ont l'habitude, tu leur montres. Alors je peux cacher ça parce que c'est vraiment anonyme, je ne veux pas savoir. Ouais, le point que tu as retenu, en gros, c'est juste, je te fais un focus dessus, et ça, c'est un petit côté, ça te refait remémoriser le truc, c'est pas mal en fait. Le fait de le redire maintenant, tu dis ce que j'ai. C'est qu'en fait, tu juges le cours, mais ça te permet aussi de redonner un petit coup de.
pouvez répondre en français. Hein. C'est quoi la question du prof? La question du prof, c'est quel sujet aurait pu être abordé ou plus développé dans l'exposé? Non, mais c'est juste, c'est pour rebondir quand tu revois tes étudiants, c'est pour donner un exemple. Tu vois, la fois d'après, tu dis, il y en a 10 qui ont dit, ouais, finalement, ça n'a pas été clair du tout ce truc-là. Tu te dis, ah ben bon, c'est vrai, j'ai pas été clair du tout, il faut reprendre. Tu fais, quand tu fais en fil, tu fais ça? Tu leur demandes des questions après Oui, oui. Et il y a une bonne concordance entre la question, tous les étudiants, ce qu'ils n'ont pas compris en général. Les étudiants, ils aiment beaucoup, soit ils n'aiment pas trop le petit ticket, mais par contre, ils aiment bien que tu reposes des QCM et participer. Après, ces QCM, tu peux leur mettre à disposition, je vais te montrer. Voilà, tout le monde a répondu à peu près. Allez. Donc une fois que c'est répondu, je vais prendre les questions. On peut regarder déjà les questions. L'évaluation par question rédactionnelle. Ah ouais, c'est vrai, mais ça, je n'avais pas parlé du tout. Hein. Mais si, tu as parlé de la vidéo-relecture. Je parle un peu de la relecture. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question rédactionnelle, il y en a de moins en moins. On en garde une parce que c'est obligatoire en PACES. Il y en a encore un tout petit peu. Je pense qu'il faut en garder un tout petit peu encore, puisque tu vois, il y a certaines... C'est obligatoire au PACES? Oui. Oui. Et le TCS, mais je pensais qu'il y aurait un cours sur le TCS, moi aussi. Donc j'ai voulu juste voir la désosimologie et puis vous donner un petit peu ce qui se passait. Ok, donc si on finish, je finis. Et puis je peux récupérer là encore, Get Report, je peux récupérer le... Quel cours TCS, qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais qu'il y aurait un truc... Parce que là, en gros, moi, sur ce cours sur l'évaluation, je vous ai donné le panel. Mais je pense que ça serait peut-être pas inintéressant de replonger sur certains outils d'évaluation. Hein. Moi, je pense que les cartes, en particulier les cartes, je vous ai montré un exemple, mais je ne sais pas du tout comment on évalue, comment on le met en place, comment on gère ça dans une formation TD ou autre, je ne sais pas faire. Alors, je vous montre juste pour finir sur le Socrative. Voilà, on peut avoir un résumé de ce qu'on a posé. Donc ça, c'est globalement ce qu'a fait le groupe. D'accord? Donc ça, on peut leur mettre à disposition. C'est déjà en PDF, avec les taux de réussite. Vous les avez individuellement un par un. On prend un étudiant là. Voilà. On peut le lui donner si on voulait. Il avait déjà sa copie, ses machins, ses réponses. Et puis vous l'avez en Excel si vous voulez faire des calculs rapides. Donc ça, vous l'avez instantané tout de suite. Et puis c'est pareil, donc on a la même chose pour les exit tickets. Donc je vous ai vu l'exit ticket. Total IGOTI 3 sur 8, 5 sur 8. Bon, il y en a 0 sur 8, Not Very et Not Atoll, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça veut dire qu'il aurait fallu que je fasse un peu mieux pour en avoir un peu plus. Voilà, et puis les questions, tout ça. Oui, ce que vous avez retenu, révision des outils, notation, discrimination, efficacité, principe du TCS, qualité du QCM, faire un bon questionnaire, carte et cause, discrimination. Pas de réponse, TCS sans objet. Voilà. Je veux te demander quelque chose. Tu as montré à un moment que le QCM, quand on construisait la note, c'était complètement différent entre le PACES, par exemple, et la NCI. Oui, donc c'est pour ça qu'on le leur dit, et je crois que chaque évaluation, c'est comme quand on fait toute activité, il faut qu'on donne les règles, et que les règles soient indiscutables, ce qui fait que ça c'est accepté. Je ne savais pas ça. Tu sais pas quoi? Que c'était différent entre le PACES et la NCI, par exemple. Ah oui, oui, si. Je vais vous montrer juste un truc d'un coignet, puis après, je voulais vous montrer ça, puis après on discute bien sûr. J'ai récupéré pour vous montrer. Les étudiants de première année, ils le savent, que comment vous avez corrigé D'ailleurs, Jean-Jacques, tu reviens ou pas? Il y a la formation tablette aux deuxième année, la semaine prochaine. Non, moi je Je ne veux pas, je le fais tout seul. Je te fais plus. De toute façon, ils ont Je vous montre comment ça marche, un outil. Moi, je viens, mais... Bon, j'en ferai moi juste pour les tablettes. De toute façon, voilà, une carte conceptuelle, on va mettre des items, on va rajouter des branches, et on peut les toucher, les déplacer, en faire d'autres, etc. D'accord? Donc, vous apprenez celle-là, on fait ce qu'on veut, on veut rajouter un autre truc, on met un autre truc. Voilà, donc c'est quand même pas inintéressant, mais c'est un peu fastidieux à utiliser quand même. Je ne trouve pas que ça soit hyper... c'est presque plus vite fait sur un paperboard. Qui se sert de ça?
Ben, je ne sais pas, moi je l'ai vu dans le bouquin, donc je suis allé chercher ce que c'était. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien pour. C'est la fiche de résumé de cours en fait. Mais là, c'est un peu plus que ça, puisque normalement, tu pourrais imaginer dire l'exemple qu'ils donnent dans le bouquin, c'est l'arrêt cardiaque. Donc tu vas dire l'arrêt cardiaque au milieu, tu vas déjà leur demander de dire dans quelle situation tu vas rencontrer une arrêt cardiaque. Qu'est-ce que tu fais en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, etc. Et l'idée, c'est de faire travailler un groupe. Effectivement, tu peux le voir comme ça. Les gens vont mettre les idées, et puis après, il faut peut-être les organiser. Voilà. Donc, Ah oui, pour faire travailler un groupe. moi, je pense que c'est bien pour travailler en groupe. C'est un peu comme un paperboard. Je pense que toi, tu pourrais le montrer, ça, pour l'apprentissage par problème. Parce que tu mets arrêt cardiaque, après tes étudiants... Tu leur demandes de donner tous les objectifs, listings. Ils listent tout. Ils listent tout, tu vois. J'ai déjà lu le chapitre et il ne parle pas de la carte conceptuelle. Le chapitre sur la C'est bien. son problème. Mais, Parce que c'est pas, je pense que c'est pas mal ça, mais ça rejoint quand même un petit peu parce qu'en fait, on pose le problème, on les laisse réfléchir sur les questions. Après, donc tu leur demandes l'acquis. C'est vrai que tu interroges sur les acquis parce que tu leur dis ça et automatiquement ils vont te dire je pense à ça, ça, ça et ça. Puis il y en a qui te disent ça me fait rien. Donc là tu te dis celui-là il manque un peu de background. Et après c'est comment tu vas les hiérarchiser. Mais en fait, moi je me dis, nous nos étudiants, je pense que ça il faut travailler là-dessus pour la bonne raison qu'ils ne prennent plus les cours, ils ne prennent plus rien. Donc notre génération où on faisait par écrit, on faisait un peu ça quand même. oui. Ils ne le font plus ça. Oui, qui n'était pas contrôlé, il n'y avait pas de feedback. Non, c'est pas contrôlé. D'ailleurs, moi je sais pas comment le contrôler parce que tu vois comment tu vas noter un groupe par rapport à un autre. C'est ça qui est Ça, je. Hein? Tu peux le faire individuellement. Ah non, il le note. Hein, il te note en disant quels sont les liens qui manquent, quels sont les liens erronés, quels sont les items que tu devais avoir à part qui n'y sont pas. Ça veut dire qu'il y a une carte arrêt cardiaque qui a été faite par les experts. Bah, je sais pas, c'est Tu vous. Hein. as dit qu'il fallait fidélité et... Ah, moi j'ai mis point d'interrogation sur l'évaluation de ces cartes concept. Parce que je pense que c'est extrêmement intéressant pour un travail, je ne sais pas comment l'évaluer. Je voulais dire. Ça, moi, j'en ai jamais entendu. Donc c'est un besoin que tu as exprimé, il faut que tu l'écrives et on va demander aux Strasbourgeois de te répondre. C'est un objectif. Je peux très bien mettre ça, puis dis, voilà, moi je travaille sur les évaluations et les cartes conceptuelles, je pratique pas. Ouais, de même que les tests de concordance de script, j'ai un peu réfléchi puisque je voulais vous amener un petit peu ce qui va un peu changer, quoi. Je me suis rendu compte en fait, c'est pas que l'incertitude, il y a des choses quand même dans le concordance de script qui sont avec des données qui sont quand même véridiques. La plupart c'est de l'incertitude. D'accord, mais à un moment donné, je me rends compte quand même que quand tu cherches des exemples, S'il n'y a pas d'incertitude, tous les experts vont répondre la même chose. Donc ça n'a plus d'intérêt. ouais, ça a plus d'intérêt, mais si ton étudiant, lui, il tape à côté, si ton étudiant, il tape à côté, Oui, ça revient à faire un QRU. oui, sauf que je te rappelle que normalement, tu as un bandeau, et dans ce bandeau, tu dois au moins avoir 3 lignes. Non mais le terme incertitude, C'est ça qui est compliqué. Ça signifie que les éléments que tu apportes dans la vignette de départ sont très light, tu vois, il n'y a Oui. pas grand-chose. Oui, Parce que autrement, tu vas tout de suite arriver à un diagnostic et tu ne vas pas le discuter. C'est comme en stat, on te présente un dossier et puis tu ne vas pas avoir le résultat de l'IRM, tu ne vas pas avoir ceci, tu ne vas pas avoir cela. Et pourtant, on va commencer à discuter du cas, donc ce sera une discussion dans l'incertitude. Donc, à ce moment-là, tu arrives en tête 2, 3, 4 diagnostics. ben, c'est peut-être là où la carte conceptuelle peut t'aider, parce que tu vois, tu peux la faire. Si ensuite, dans la deuxième partie du TCS, on te rajoute un élément, eh bien, peut-être que tu vas changer ton mode de diagnostic. C'est ça l'incertitude dans le TCS. Donc je pense que c'est quand même assez compliqué à bâtir un bon TCS. Alors, pour bâtir un bon TCS, il faut passer quand même par plusieurs épreuves. D'abord, si tu veux, il faut qu'il y ait une espèce de jury qui vérifie que le TCS est bien posé. Ensuite, il analyse les résultats des experts. Parce que, comme on le disait, si tous les experts ont répondu la même chose, c'est pas un TCS. Hein. Ou alors, si les différents experts ont répondu de -2 à +2, C'est c'est pas pas bon. un bon TCS.
Enfin, voilà. Donc, il faut le faire changer, il faut le modifier, il faut... C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Puis bon, il faut trouver un nombre d'experts suffisant. C'est ça la difficulté.